Et bonjour et bienvenue encore une fois sur la mécanique, sur l'espace dédié à la mécanique universelle.net, le site. Euh, Nous sommes toujours le vendredi 10 mars 2023 et je continue mes, mes réflexions à partir de cet ouvrage de René Jean Dupuy. Alors René Jean Dupuy, c'était un spécialiste du droit international public. Et pour moi, c'était aussi un philosophe. D'ailleurs, l'Académie française lui a attribué en 89 son Grand Prix de philosophie. Et cet ouvrage, je ne connaissais pas du tout René Jean Dupuy. Il est mort en 97, 1997. Et je ne connaissais pas son travail. euh, Et je suis tombé par hasard sur cet ouvrage, et cet ouvrage, je le découvre en même temps que je le lis, et donc que je le commente sur les vidéos qui précèdent. Et je trouve que c'est une perle, quoi. C'est vraiment quelque chose de très important. Et, euh, et ça me permet vraiment de préciser euh, encore plus ou de confirmer le travail que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net. Donc, depuis l'an 2000, c'est une sorte de théorie qui essaie de démontrer de façon euh, à travers la logique, la raison, que l'humanité évolue depuis qu'elle s'est détachée des autres primates, des primates naturels, et qu'elle est devenue une humanité avec un système culturel. Depuis ce moment-là, donc depuis son origine, l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Progressivement et inconsciemment, sans le savoir. Nous ne savons pas réellement ce que nous sommes en train de construire. On arrive dans la vie, on y donne notre vie d'activité, hein, qui que ce soit, tout le monde, par le bien, par le mal, par voilà, en étant quoi qu'il arrive, par l'ensemble de notre existence et travaille ou agit pour l'humanité. Voilà. Donc je vous renvoie à la lecture de mon site mécaniqueuniverselle.net et pour comprendre ce que je veux préciser à ce niveau. Donc l'humanité évolue progressivement et ensemble, hein, c'est l'ensemble humain qui évolue progressivement vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est la paix universelle, par exemple, la fraternité, l'unité humaine, voilà, dont on a déjà construit les structures de base, l'ONU, l'OMS, l'OMC, etc. Et donc, évidemment, cette finalité, cette perfection dont je parle, cette ultime perfection, parce que l'humanité est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible, selon moi, cette ultime perfection, évidemment, ça concerne les siècles prochains. Voilà. Alors, donc, à travers cet ouvrage, je lis, je découvre en même temps que je lis, et je commente. Et donc, René Jean Dupuy, là j'en suis au tout début, j'en suis aux premières pages finalement, l'introduction, nous avons lu l'introduction et quelques pages du texte. Et donc, sa vision,
René Jean Dupuy, d'après ce que je comprends, essaie de démontrer justement que le concept d'humanité est présent dans la philosophie, dans la pensée, dans la religion depuis très longtemps et qu'il est euh, un- une, une sorte de moteur finalement dans l'évolution. Et que maintenant, depuis que l'humanité s'est retrouvée mortelle, c'est-à-dire capable d'autodestruction en fait, et c'est à partir de la bombe atomique, hein, à partir des années, c'est très récent en fait, que l'humanité a cette vision d'elle-même qui est avec cette possibilité d'autodestruction. Et donc, c'est aussi un des arguments qui fait que le concept d'humanité a pris de l'importance dans la conscience humaine. Mais pas que. Hein. Il y a donc la montée, le fait d'arriver avec cette idée de village planétaire, le fait d'avoir tissé une toile euh, de communication entre chaque être humain. Maintenant, le fait de connaître l'ensemble humain qui compose cette humanité, le fait de voyager, d'avoir accès au tourisme, de pouvoir rencontrer, que les êtres humains puissent se rencontrer facilement, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont devant nos yeux et qui font que on peut avoir la conscience d'être dans un monde unifié, quoi, une humanité, d'avoir cette conscience pratiquement d'être un citoyen du monde, citoyen de cette terre, quoi. Voilà. Donc, je reprends la lecture et je commente. Alors, l'humanité promise par la science. C'est le chapitre, le texte juste avant, c'était l'humanité promise, en fait, voilà, c'était l'explication à travers la philosophie ancienne. Là, on arrive à travers la science, la philosophie de la science, en fait, la science un peu liée à la philosophie. L'humanité promise par la science. Héritier de Condorcet, convaincu que les savants créeront une opinion commune et une langue universelle, le scientisme fera du positivisme un propriétisme. La croissance des savoirs trouvera leur synthèse dans la construction d'une société nouvelle établie sur l'organisation industrielle. Pour Saint-Simon, sur la physique sociale, qu'est la sociologie. Pour Auguste Comte, sur les sciences humaines, et en particulier sur la philologie. Pour Ernest Renan. Si elle prolonge ainsi l'optimisme des Lumières, cette philosophie prend en revanche le contre-pied de la révolution et de la pensée démocratique. Alors, il y a un petit 1 qui correspond à quoi? Ah, la fraternité ou la mort, tiens, c'était en haut. La formule la liberté, l'égalité, la fraternité ou la mort fut amputée des deux premiers termes par Robespierre et Saint-Just. Ah, voilà, donc on comprend un peu mieux. En tout cas, on voit que cette vision d'une croissance qui va d'un positivisme, d'une évolution de l'humanité vers sa perfection, on le retrouve donc chez Saint-Simon, chez Auguste Comte, chez Ernest Renan. Alors, substituant la foi au progrès à la foi en Dieu, les scientistes, libérés de l'angoisse judéo-chrétienne, n'ont guère besoin de l'espérance. Alors justement, c'est là où je démontre à travers la mécanique universelle que le passage justement du religieux au scientifique a été quelque chose de très important, même si ça nous a déconnectés
de la vision de l'homme en tant qu'être porteur d'une âme, d'un être humain qui est une déclinaison divine, donc avec tout le respect qu'on lui doit, en fait. La science a organisé, rendu organe l'homme, et à travers ça, justement, on a fait ce qu'on a connu au 19e, au 20e siècle, c'est-à-dire l'être humain qui n'a aucune valeur et qui peut être détruit voilà, de façon ordinaire, quoi, et on se rend compte que cette vision scientiste euh, déconnectée du spirituel et peut poser un problème à la société, à mon sens. Hein. Voilà, c'est ce qui fait que on a ce problème d'élevage intensif, plus de, plus de réflexion vraiment sur le vivant. Le vivant se réduit à un poids, à des organes, etc. Donc il y a quelque chose de déshumanisé derrière ça. Alors ça a été un passage et qui a été important. Il a fallu c'était important que la science prenne le pouvoir sur le spirituel pour tout un tas de raisons que je commente dans des vidéos et y compris sur la mécanique universelle, sur le site. Donc c'était important de passer par cette période, mais on voit maintenant qu'il va falloir, à mon sens, ramener de l'âme justement dans l'humain et dans la vie, dans le vivant, pour le respecter, etc., etc. On est bien parti dans ce sens-là, à mon sens. L'humanité est en train de prendre un tournant vers un retour du spirituel, mais c'est pas vraiment du spirituel au niveau religieux. Même si le religieux est là, effectivement, il y a ce retour au religieux, mais il y a un retour à une vision un peu plus spirituelle de la vie, etc. Et du respect qu'on doit à la planète, à nous-mêmes, etc. Donc c'est quelque chose qui va aller crescendo, à mon sens. Donc je continue. D'après Renan, en améliorant sa condition matérielle, favorisera son perfectionnement intellectuel et moral et libérera l'homme de l'humiliation où le maintient l'ignorance. Renan fonda l'épanouissement de l'être humain sur sa conviction qu'il est devenir, que sa finalité est l'accès à l'humanité. C'est exactement ce que je pense. Voilà. Alors je pense que cette période donc du milieu du 19e siècle, où la science justement promettait à l'humanité voilà, un progrès social, humain, etc., tendant vers sa perfection, a été mise de côté au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, entre autres à cause du carnage que le monde a subi entre la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Donc à partir de là, on a mis de côté cette vision téléologique, c'est-à-dire l'étude des fins dernières de l'humanité. On l'a mis de côté, on l'a un petit peu négligé. Et maintenant, il est temps, voilà, il me semble qu'il est temps de reprendre cette vision téléologique, justement, d'essayer de comprendre notre destinée, notre mission, peut-être, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, ou notre instinct qui nous conduit vers cet état de perfection. Mais comme n'importe quelle autre espèce, hein, tout simplement. Sauf que les espèces vont à leur perfection adaptatrice
voilà, le meilleur camouflage, le meilleur pour être le moins proie possible ou pour être le meilleur prédateur possible, pour aller le plus vite, pour aller, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille de façon génétique, on va dire, c'est un progrès génétique qui se fait. Et pour l'humanité, c'est là où notre spécificité est extraordinaire. C'est que elle est spirituelle, cette évolution. Et elle est technologique, bien sûr, technique et technologique, mais avec un but spirituel à la fin, atteindre notre perfection spirituelle, c'est-à-dire l'extase en somme. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle. Pour autant, cet idéalisme combat sans répit les illusions funestes de la Révolution. Produit d'une époque critique, elle a, selon Saint-Simon, détruit sans rien construire la Révolution, issue d'un âge métaphysique qui, pour Comte, avait prétendu établir la société sur des principes indémontrables, parmi lesquels l'infaillibilité du peuple est un des plus néfastes. Alors, l'infaillibilité du peuple, ça mériterait vraiment que je commente, parce que je pense que le peuple est infaillible si il n'est pas maltraité, s'il n'est pas manipulé, si on lui laisse vraiment son libre arbitre, si on lui permet d'avoir une connaissance exacte des choses sans être manipulé, le peuple est par essence plus pertinent, plus infaillible que des dominants, en somme. Que des dominants qui travailleraient pour eux-mêmes, pas des dominants démocratiques, parce qu'un dominant démocratique, il se fait élire pour faire la politique du peuple, et c'est pas pour rien que la démocratie fait du peuple le souverain. C'est parce que le peuple est par essence plus pertinent, plus intelligent, plus moins combatif, moins violent, moins agressif, plus partageur, etc. Voilà, plus fraternel. Il est comme ça par nature. Voilà, si on le maltraite pas, si on le pousse pas à haïr son voisin, voilà, s'il est bien éduqué, bien en somme bien euh, entouré de spirituel, des grandes valeurs spirituelles, hein, que sont la fraternité, la liberté, l'égalité, etc. En même temps, c'est pour moi des valeurs spirituelles. Et puis, voilà, l'amour du prochain, le respect d'autrui, l'universalité, etc., etc. Et ben, dans ce cas-là, le peuple, il se comporte correctement. Et c'est jamais lui qui déclare des guerres. Hein. Voilà, là, il y a une guerre qui est en train de se déclarer, mais nous sommes... le peuple n'est même pas consulté. En fait, les peuples européens ne sont pas consultés sur le fait de soutenir une guerre en temps, etc. Ça passe au-dessus de lui. Donc on n'est pas dans un système démocratique, on est dans un système oligarchique et là, actuellement, un système aristocrate, guerrier. C'est l'aristocratie guerrière euh, qui, qui décide pour le peuple que l'idéal, c'est que l'OTAN essaye d'affaiblir la Russie, et pareil du côté russe, que la Russie arrive à chasser l'OTAN de son périmètre, etc. Bon, voilà. Et donc les peuples, les deux peuples, là, et même les peuples, euh, le peuple ukrainien, les trois entités qui sont en conflit, même si c'est un conflit non déclaré, juste un soutien, etc., qui se veut juste un soutien comme ça, sans déclarer la guerre. Mais en tout cas, toutes ces volontés sont décidées par l'oligarchie, par les dominants, quoi. Voilà, tout simplement.
Et donc, on n'est pas dans un système démocratique, ni nulle part là, dans les partis qui sont en conflit, aucun n'est dans un système démocratique. C'est tous un système où les dominants choisissent pour le peuple. Voilà. Euh, alors, pour autant, cet idéalisme combat sans répit les illusions funestes de la Révolution. Produit d'une époque critique, elle a, selon Saint-Simon, détruit sans rien construire, issue d'un âge métaphysique qui, pour compte, avait prétendu établir la société sur des principes indémontrables parmi lesquels l'infaillibilité du peuple est un des plus néfastes. Confortant l'autosatisfaction démocratique, comme le droit divin avait pérennisé celle des Capétiens. Mais c'est l'anti-individualisme qui fait la rupture radicale avec les hommes de 1789 et leur maître à penser. L'anti-individualisme, donc la vision universelle des choses. L'avènement de l'humanité sera celui d'une société, non d'une rencontre d'individus autonomes. L'organicisme de Saint-Simon procède du primate de la société sur l'homme. Et c'est ce que je pense aussi. La Révolution, s'écrit Auguste Comte, a été l'insurrection permanente de l'individu contre l'espèce. Voilà, l'individu contre l'espèce. Et en fait, je comprends alors la critique qu'on peut porter à la Révolution sous cet angle-là. Or, l'ordre est la condition du progrès. Alors non, de l'espèce. Elle ne pouvait conduire qu'au désordre. C'est la Révolution dans ce sens-là. Or, l'ordre est la condition du progrès. Comte a mis en exergue leur rapport dialectique. La tradition, c'est l'ordre sans progrès. La révolution, le progrès sans ordre. Dès lors, pas d'ordre sans progrès, pas de progrès sans ordre. Et là, il faut s'entendre sur ce qu'on pense de l'ordre. C'est pas l'ordre. Je pense pas que pour Comte, c'était l'ordre policier, l'ordre, etc., l'ordre autoritaire ou quoi que ce soit. C'est l'ordre de la conscience. C'est un progrès qui, voilà, progrès sans âme n'est que, je ne sais plus qui a écrit cette chose-là. Je crois que c'est, mince. Science sans âme n'est que désordre, quoi, en somme. Mais je ne me souviens plus le terme exact. Bon, bref. La science doit être accompagnée avec l'ordre de morale, en somme, mais pas la moralité non plus immorale, parce qu'il y a une partie de la moralité qui est immorale, qui demande de mépriser autrui, qui oppresse les femmes, qui oppresse les... Voilà, qui se mêle de choses qui ne la regardent pas, etc. Donc, on parle de la morale universelle, de la morale qui fait que, ben oui, aimer son prochain, protéger les faibles, je ne sais pas, toutes ces choses-là sont importantes. Voilà. Alors, la montée vers l'humanité s'effectuera sur cette articulation. Pas d'ordre sans progrès, pas de progrès sans ordre. Sa mise en action ne peut être que l'œuvre des meilleurs. Il faut substituer à l'hérédité de l'Ancien Régime et au caste parlementaire de la démocratie l'aristocratie du savoir. Et là, je ne suis pas d'accord non plus. Ça serait l'idée de penser que... ou alors, ça dépend comment on l'entend. Ça serait un petit peu le roi philosophe dont parle Platon. Voilà, donc l'aristocratie du savoir. Alors, si c'est dans un système démocratique, oui.
dans un système démocratique, les meilleurs se hissent en tête, sont élus par le peuple, donc c'est bien les meilleurs que le peuple va choisir, les moins pervers, les moins tordus, les plus humains, les plus humanistes, les plus démocrates, les plus conscients des valeurs démocratiques, etc. Et donc, c'est les plus philosophes, en somme, hein. C'est les plus sages, les plus spirituels, voilà, qui se hisseraient en tête de la société pour appliquer les règles et les valeurs du peuple. Ça serait ça, en fait, la chose. Mais si c'est pour substituer au caste parlementaire de la démocratie l'aristocratie du savoir, il faudrait que ça soit au caste parlementaire qui serait constitué par l'aristocratie du savoir, en somme. Oui, alors là, dans ce cas-là, ça serait parfait. La société industrielle est par nature hiérarchisante. Le XXe siècle, s'écrit Saint-Simon, verra le règne d'une minorité de savants sur une majorité de croyants. Que dire? Bon, on va laisser ça en suspens. Ce rêve d'un gouvernement de l'intelligence érigé au-dessus d'une masse abandonnée à des mythes sera partagé par de nombreux esprits, et notamment à la fin du dernier siècle par le jeune Paul Valéry. Entre-temps, Ernest Renan avait également souhaité une société assurée sur un mode inégalitaire, consécutif à une répartition rationnelle des fonctions. Affectés à des tâches diverses, les hommes trouveront la justification de ce système dans la conviction de travailler à un but commun. Et ça, c'est quelque chose qui s'imposera tout seul. On ne peut pas imposer ça, en fait. Le problème, c'est que là, c'était révolutionnaire, c'était quelque chose qui voulait imposer à la société humaine ce type de choses. En fait, l'humanité va se l'imposer toute seule. Moi, je ne préconise pas de prendre conscience de notre but commun. Je dis, on prendra forcément à un certain moment de notre évolution, et un moment qui est très proche, à mon sens, on prendra conscience de notre finalité, du but commun que nous construisons sans le savoir. Et donc, on continuera à le construire de façon consciente au lieu de le construire de façon inconsciente. Et donc de le construire de façon fraternelle, de façon bienveillante, de façon collaboratrice, voilà, et non pas antagoniste à travers la guerre, la violence, etc. Donc voilà l'idée. Alors, affectés à des tâches diverses, les hommes trouveront la justification de ce système dans la conviction de travailler à un but commun. Cette distribution hiérarchisée des rôles est imposée par la nature, mais organisée par l'intelligence. Elle annonce une humanité plurivocationnelle. Ces spéculations sur le temps qui vient se fondent sur l'union par la science de l'histoire et du progrès. Voilà l'humanité promise par la science. On va continuer avec l'humanité promise par l'histoire dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Si vous pensez que c'est intéressant, je le redis encore une fois, vous pouvez mettre des petits pouces et vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Voilà, merci, au revoir.